Jeudi, c'est 8 octobre, c'est le bicentenaire de la mort du roi Henri Christophe. Donc, quand même, un bicentenaire, c'est quand même 200 ans. Nous raté plusieurs bicentenaires. Le plus important, c'est le bicentenaire de notre indépendance. Et il y avait le bicentenaire de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien. Et bon, l'autre bicentenaire important, oui, là, qui cap vient dans 5 ans, c'est en 2025. Et ça me pense que nous avons supposé faire un paquet de balance avec, car c'est le bicentenaire de cette date fatidique, côté Louis X. Comment est l'émission comme lui, oui? Monsieur était imposé indemnité à sous la dette de l'indépendance. En 2025, c'est pas le 200 ans. C'est pour l'opportunité, tant qu'au père Ono François rappelé, non? Côté, il va falloir prendre le taureau par les cornes. C'est une raté opportunité que 200 ans te ban nous pour nous te cracher à la face du monde. Les horreurs de cette dette, c'est une raison qui fait des coups d'État. Et dans 5 ans, nous sommes capables de faire saisir de cette opportunité pour ça ne déjà vous fait en 2004 là, nous, pour nous faire en 2005, en 2025. Donc c'est bicentenaire, c'est toujours important. Donc comme nous aujourd'hui, c'est bicentenaire de la mort d'Henri Christophe. Dans le contexte ça, nous recevons de Tigous, Leslie Morisseau, un texte 200 ans, la famille royale d'Haïti disparaissait dans ses cendres. C'est le fruit de son travail en tant que chercheur. Que nous pourrons lire pour vous. Il est un petit peu long, mais comme nous deux, c'est 200 ans, donc patientez un petit peu, donc il y a beaucoup à apprendre là-dedans. Donc, souffrez que nous lisons pour vous. Certains auteurs haïtiens sur l'histoire d'Haïti affichent une propension à affirmer sans aucune preuve la participation première ou même secondaire du général Henri Christophe de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Un être et un militaire de telle envergure mérite beaucoup de respect, à mon avis. Témoin. 1. Quand gouverneur Toussaint Louverture voulut restaurer l'ordre nécessaire dans son plan et son jeu politique à vaincre l'Europe, il fit un choix très douloureux en réprimant le neveu de son épouse, le général Moïse. Il confia l'arrestation de ce brave et tout-puissant à Henri Christophe. Quand le général en chef Dessalines voulut resserrer les rangs pour en finir avec l'esclavage, il s'étreignit les reins pour mettre de l'ordre dans le brave et tout-puissant sans souci. Il dut confier ce devoir à Christophe. Quand Leclerc et les généraux tout-puissants de Napoléon et des dizaines de milliers de vétérans d'Europe et d'Égypte
voulait agresser le fort Picolet pour se rendre maître de la suprême ville du Cap, Christophe ne flancha pas sous les sérieuses menaces. Quoique sachant que les enfants du gouverneur Toussaint et du général Pierrot étudiaient au collège de la Marche à Paris, les enfants de Rigaud et de Clairvaux étudiaient au collège de la Marche à Paris, son propre enfant Saint-Laurent et les enfants de Tomani étudiaient au collège de la Marche, Christophe sûrement n'aurait pas flanché pour un visa d'aujourd'hui, suivez mon regard et ma verbe. Témoin. Quand le 1er janvier 1805, sur la grande place de Marchand des Salines, Christophe commanda « Présentez les armes, genoux à terre ». Et aussitôt les troupes présentèrent les armes et s'agenouillèrent. La foule, quoique étonnée de ce dernier mouvement, se prosterna aussi. Alors les canons, les tambours, les fifres, les trompettes, la musique de la 4e retentirent de tous côtés. Et pendant 1 heure, la nouvelle capitale fut remplie du bruit de 200 pièces de canon. La fumée était si épaisse qu'on ne se distinguait plus. Quand le canon cessa de tonner, la foule toujours agenouillée entendit un discours prononcé avec véhémence par Boiron-Tonnerre, monté seul sur l'autel de la patrie avec Dessalines. Pendant que Boiron-Tonnerre rappelait les cruautés des Français et les hauts faits des armées indigènes, Dessalines était animé d'une ardeur difficile à peindre. Ses yeux brillaient et ses gestes étaient vifs. Dès que Boiron-Tonnerre eut fini de parler, l'empereur lui-même prononça d'une voix forte le serment de vivre libre, indépendant ou mourir. L'impératrice et ses dames d'honneur s'agenouillèrent au prononcé du serment. Subissant toutes les malversations des comploteurs du Sud, Christophe fut amené à déclarer le 4 janvier 1807 « Me confiant à ces hommes pervers que je croyais encore susceptibles de remords, j'ai convoqué l'Assemblée d'Haïti à Port-au-Prince. J'avais voulu donner à nos concitoyens une preuve de mon éloignement d'influencer leur volonté. Mais les révoltés ont trouvé dans ma loyauté même le moyen de mieux parvenir à leur but, en comprimant par la force et par la ruse le vœu de cette assemblée. Ils l'ont environné de baïonnettes et ont terrifié les députés que leurs insidieuses caresses n'avaient pu gagner. Christophe fut élu par 50 voix pour, contre 14 pour le général Paul Romain et 1 pour Pétion. La force de la destinée fit que la séparation nord-sud soumit Pétion à être président sous la même constitution qu'il avait préparée contre Christophe. Qui fut Henri Christophe? Henri Christophe, alias Christophe Henri, naquit à Saint-Eustache, Antilles hollandaise à l'époque, le lundi 15 juillet 1767. Il sera amené par le comte d'Estaing à servir comme tambour à Savannah, en Georgia, de l'armée franco-américaine, combattant pour l'indépendance contre l'armée britannique. Songez ça, les chasseurs avec les chasseurs volontaires. Après quoi, il sera envoyé avec 148 des chasseurs volontaires en garnison à Fort-Royal et à Saint-Georges en Grenade 1779-1783. Itinéraire. Guerre Savannah-Georgia, 148 chasseurs volontaires, garnison Fort-Royal et Saint-Georges en Grenade,
1979-1783, c'est-à-dire 12 ans, à 17 ans, c'est-à-dire en 1784, oncle du colonel Jean-Célestin Pétigny, le voyant travailler sur une œuvre en maçonnerie pour son patron, l'intéressa à venir pratiquer son art à Saint-Aubin. À 22 ans, c'est-à-dire en 1789, placé comme cuisinier à la boulangerie d'une sucrerie de Petitance, propriétaire Badèche, un officier supérieur qui avait quitté le service armé pour un travail de raffineur. Cette habitation sera achetée par Portlance, puis deviendra Magdeleine. Il devient propriété de Paco, ancien receveur des épaves au Cap à la rue Bourdon, et de son épouse Lafarge. Durant une fuite en marronnage, il sera à Grande Ravine du Limbé, apprenant bien son métier de maçon, chez Pierre-Paul, un nègre libre. Christophe retournera à Badèche, propriétaire aussi, avec une mademoiselle Monjean du restaurant Auberge, chambre haute et basse, bien meublée, grande cour, une écurie à la française, pouvant contenir environ 40 chevaux, des remises et autres commodités. Il y fut majordome à l'établissement. Christophe s'attira la sympathie de la clientèle et du couple propriétaire de la place. Jugeant même les relations de sa femme trop équivoques, Badèche envoya sa femme en France pour un temps. À son retour, il recommença à avoir les mêmes suspicions. Alors, assujetti à sa passion pour l'alcool et les jeux de hasard, Badèche ira jusqu'à miser une partie sur Christophe et le perdra en faveur de Coy David. C'est alors l'émigration de Badèche et de sa femme vers les États-Unis. Christophe achètera cet hôtel de la couronne de France d'entre les mains de Coy David et se mariera le 16 juillet 1793 à Marie-Louise, 26 ans. Celle-ci, Marie-Louise, était née le samedi 15 août 1778 sur l'habitation Bedou, près de Wanamet. Maintenant, Henri Christophe a-t-il contribué ou a tué Dessalines? Voici les faits. Le complot partit d'un mécontentement le 8 octobre 1806 du juge Mesrou de Port-Salut, originaire des Cayes. Ce complot ne sera connu de Gérin, son directeur en chef, que le 11 octobre à Ansavo, chez la sœur de Geffrard. Le président Pétion sera approché après. La lettre que Gérin envoya des Cayes à Christophe au Cap-Haïtien sera datée seulement du 12 octobre. L'empereur, averti par Gérin, avant d'être gagné au complot, l'empereur averti par Guérin, dans son rapport, atteignant les mains de Dessalines dans le temps record de 48 heures, d'une rumeur de conspiration. L'empereur laissa donc la capitale marchande Dessalines le 15 octobre. Aucun courrier, sollicitation, réponse ne pourrait matériellement s'échanger dans le temps chronologique établi plus haut, c'est-à-dire du 12
au 15 octobre. Après 2 journées de route, Dessalines atteindra Port-au-Prince. Mais là, le complot sera consommé. Le général Guy-Joseph Bonnet, envoyé maintenant en députation par les conspirateurs de l'Ouest auprès de Christophe, faillit d'être lynché. Dans sa course effrénée pour retourner à Port-au-Prince, poursuivi activement par les sbires de Christophe, ne pouvant déjouer une embuscade très serrée au Gonaïves, il ne dut son salut qu'à une protection quémandée et accordée par Madame Dessalines, protégée du général Vernet. Christophe cherchant à sévir contre ses associés. L'empereur Dessalines fut en 1804 la marraine du fils de Christophe, destiné à remplacer celui-ci à sa mort. Prince héritier Jacques-Victor Henri, baronnet de Cap-Haïtien le 10 octobre 1820. L'impératrice survivra des rentrées de ses biens protégés par Christophe tout le reste de la vie de celui-ci. L'impératrice sera l'invitée spéciale au sacre de ce dernier, Christophe, en 1811 au Cap Henri, où elle habitera pendant quelques années avant de retourner à son pensionnat de Saint-Marc, toujours dans le royaume du Nord. Francillette Dessalines, fille de l'empereur, se mariera au fils de Charlotin Marcadieu au Cap Henri, alors y résidant, et y enfanteront leur fille Marie-Claire Marcadieu le 9 août 1817. Louis Dessalines, fils de l'empereur et mari d'Émilie Christophe et père de Marguerite Dessalines, mourra le même jour et par les mêmes mains que le prince héritier Christophe le 10 octobre 1820. Il fut député en 1806 et nommé baron Louis Dessalines par ce roi. Célestine Dessalines, fille de l'empereur, mariée à Pierre d'Eau au Cap Henri le 10 avril 1817, alors y résidant. Notant que Pierre d'Eau fut le fils de Jean-Philippe d'Eau, signataire de l'acte de l'indépendance. Eh bien, Pierre, c'est-à-dire Pierre d'Eau, mourra aussi le même mardi fatidique du 10 octobre 1820 par les mêmes mains qui ont assassiné le prince héritier. Innocent Dessalines, fils de l'empereur, mourra lui aussi au Cap Henri le mardi 10 octobre 1820 par les mêmes mains et dans les mêmes conditions que le prince héritier. Joseph Dessalines, fils de l'empereur, sera baron et le neveu du roi Christophe. Rose Louisiane Dessalines, fille de l'empereur, se maria au duc de la Bande du Nord. Jacques-Sylvain Hippolyte père. Quant à Marie-Noël Dessalines, fille de l'empereur, elle fut mariée au chevalier Cincinnatus le Comte, nommé par le roi Christophe. Alors, tout ça, c'est pour suggérer que Dessalines ne serait être impliqué, Christophe ne serait être impliqué dans la mort de Dessalines. Car regardez tout le monde qui a un titre signature Dessalines qu'avait monsieur. Maintenant, les déboires de la famille royale. Peu de temps avant son attaque d'apoplexie à l'église Limonade, le 15 août 1820, jour anniversaire de naissance de sa femme, Christophe se fut emmené au voyant Rongan que sa police venait d'arrêter pour trop de bruit troublant la paix publique. Ce Rongan, c'était Louis Sangos,
de la coupe à David près du Limbé. Celui-ci, c'est-à-dire le Ongan, en transe, le fit savoir, c'est le fit savoir à Christophe, monté par le mystère vaudou, Papa Sossi Bader, c'est-à-dire Saint-Joseph. Monté par le mystère Saint-Joseph, s'adressant ainsi au roi, l'idylle. Vous avez 2 poules à Joly, l'une bonne, l'autre mauvaise. Vous allez tomber du trône, car vous vous croyez Dieu. Quand l'orage du ciel gronde, vous lui répondrez en faisant par vos artilleurs le canon Maman Pemba, c'est-à-dire épouse de Zao Pemba, pointé sur le firmament. Donc nous écoutez Maman Pemba, ça a sorti. C'est un canon dénommé Maman Pemba. Donc, il dit, Boko a dit, quand l'orage du ciel gronde, vous lui répondrez en faisant par vos artilleurs le canon Maman Pemba, qui veut dire épouse de Zao Pemba, pointé sur le firmament. Or, comme moi, votre nom caché, c'est Papa Sossi Bader. Christophe supplia Papa So d'empêcher sa chute. Mais Papa So lui répond que l'heure de cette chute a sonné. L'heure sonnait. Dès lors naquit le lien de leur amitié et les citations du roi à ce que Sangos, c'est-à-dire Ongan, joignent la cour n'a qu'empêche de Dédé Marguerite. Il notait que François Thomas Clérier, ex-officier français, s'attachant à Toussaint Louverture d'abord, ensuite à Christophe, qui transporta à même ses bras le roi Christophe Henri, atteint d'apoplexie le 15 août 1820, de l'église des Moudats dans sa voiture, pour l'emmener au château de Bellevue par le roi. C'est le nom château, à Bellevue par le roi. Sa Majesté, roi Henri Christophe, 53 ans, réalisant qu'il ne sera pas guéri de son apoplexie, docteur conventionnel personnel le lui a déclaré, sans chance de rémission. Son docteur Feuille, Chocho, lui essaya un bain massage de piment éclairant, lequel lui redonna un résultat très passager. Abandonné par son chef d'armée, général Romain, de sa garde militaire, faisant défection avec général son bras droit au Cap-Haïtien, abandonné par son chef d'armée, Gall Romain, de sa garde militaire, faisant défection avec Gall, son bras droit au Cap-Henri, eh bien, il se tira à la tête une balle réservée d'un pistolet le dimanche 8 octobre 1820, vers 7 heures du soir. Immédiatement, le pillage des palais et des forts commença. Pour transporter le cadavre à la citadelle, la reine Marie-Louise Coy-David et ses enfants furent aidés par de très proches et rares fidèles, tels Chevalier Jérôme Maximilien Sylvestre Prézot, secrétaire du roi, lieutenant-colonel, chevalier et trésorier de l'ordre royal et militaire de Saint-Henri, trésorier général de la maison de Sa Majesté, et baron Alexis Dupuis ont aidé la famille du roi à transporter son cadavre de sa résidence de Sanssouci jusqu'à la citadelle.
La dépouille royale fut enfuie dans un banc de mortier tout frais. Le bras vengeur curieusement brandi au dehors vers le ciel. Les vautours de cette partie du Morne, supportant la citadelle, peuvent l'avoir emporté vers le firmament. Nous savons que ces vautours, de la grosseur d'une grosse dinde, sont dénommés caranlous, créole pour l'anglais, Caruncle Turkey Vulture, et caroncule pour les Français. Eh bien, ces vautours sont très agressifs et se nourrissent de carcasses charognards. Marie-Louise Coy-David, épousa Christophe Henry, chef de brigade et instructeur de l'armée au Cap Français le 16 juillet 1793, à l'âge de 15 ans. Le couple habitait au Cap Français, à l'angle des rues du Hasard et Dauphine. En 1826, les dames royales se fixèrent à Pise, la rue Francesco Carrara de Pise, Toscane en Italie, et à Stresa en Italie jusqu'à leur mort. Reine Marie-Louise dut, à un âge avancé, subir l'amputation d'une jambe après une infection accompagnée d'une pneumonie. Cette jambe a été conservée pendant longtemps dans un bain d'esprit de vin au couvent des Capucins de Florence en Italie. La congrégation eut à profiter en don généreux du peu de fortune détenu par la reine haïtienne. Le lieu de résistance de reine Marie-Louise et de ses filles, ainsi que de sa sœur Geneviève Croix-David Pierrot, venue la retrouver, fut via Santa Cecilia, rue Sainte-Cécile, Pise, en Italie. Elle mourut le vendredi 14 mars 1851 à Pise, en Italie. Jacques-Victor Henry, bon en bon point, né au Cap-Haïtien le samedi 3 mars 1804. Il fut sauvagement passé sous la baïonnette à 16 ans. Françoise Améthyste Henry, dame cultivée, jolie et très talentueuse, née le mercredi 9 mai 1798 au Cap Français. Conseillère de son père, morte de problèmes cardiovasculaires en 1831 à Stresa, Italia. Elle fut enterrée à Pise, Italia, 33 ans. Anne Athénaïr Henry, de petite taille et d'un bon embonpoint, née au Cap Français le samedi 7 juin 1800. Elle tomba par accident dans un remblai et se fractura le crâne. Elle fut enterrée en 1839 à Pisa, Italia, à 39 ans. François Ferdinand Henry, confié aux soins du général français Boudet en 1803 à l'âge de 12 ans et demi, afin d'être éduqué au collège de la Marche, à la même école qu'avaient fréquenté les enfants de Toussaint Louverture, sans savoir qu'il y avait été aussi expulsé. Christophe et Marie-Louise n'apprirent que longtemps après sa mort, dans un dénuement complet par abondant à Paris, dans un orphelinat, où il mourut de misère totale le 5 octobre 1805. Prince Armand Eugène Henry, fils naturel reconnu par Henri Ier, alors roi. Saint-Laurent fut aussi un fils naturel de Christophe Henry, étudiant au collège de la Marche à Paris. Parentage peu connu. Vers avril 1843, visite à Southampton
de 2 passagers noirs débarqués du paquebot West India. Identification: princesse et prince Louis-Napoléon Christophe, frère de l'ex-roi Henri-Christophe d'Haïti et colonel dans la garde nationale d'Haïti. Général de brigade Benjamin Noël, mardi 13 décembre 1768, cul-de-sac, jeudi 5 mai 1831, Port-au-Prince, fut frère de reine Marie-Louise Croix-David à Melgrin Henri. Donc, c'est une compilation de Gesli, Tigus Morisseau, que l'IHM vient de Banou ce 8 octobre, 200e anniversaire de la mort du roi Henri Christophe.